Lady Gaga avec Joaquin Phoenix dans le Joker 2 qui serait une comédie musicale? Non mais les amis, si j'ai envie d'entendre chanter des psychopathes, je me fais une compile R. Kelly, Jean-Luc Lahaye, Marilyn Manson et je remate tous les connards qui massacrent du Amy Winehouse à toutes les auditions à l'aveugle de The Voice. Déjà que tu les vois pas, tu finis par même plus les entendre tellement t'as du sang qui te coule des tympans. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 353e JT Comics. Et si c'était une image de Nick Fury en mode Skrull de combat, ça serait un bon début de réinvention pour la série Secret Invasion. Déjà, ils ont viré la rangée de couilles flétries qui leur sert habituellement de menton, mais ils ont ajouté 2 demi-molles sur le front, ils n'ont pas pu s'empêcher, et nous, personne ne pourra nous empêcher de passer en revue les news de la semaine. Le choc des empires. DC est connu pour ses nombreux films d'animation, dont certains adaptent déjà des comic books existants et d'autres font quelque chose de complètement original. C'est le cas du prochain projet de la Warner, qui part dans un pays qui, s'il avait l'occasion de le faire, voterait pour un candidat anti-immigration. Le problème, c'est qu'il en reste plus assez, justement. C'est les Aztèques qui ont vu arriver, débarquer les conquistadores espagnols, avec tous les bienfaits de la civilisation européenne. Ils se sont fait complètement tapas. Et c'est dans ce cadre qu'accompagné d'un studio d'animation mexicain nommé Anima, la Warner va réinventer son Batman en guerrier aztèque, fils d'un chef de village qui se fait assassiner par les conquistadors espagnols et donc qui va chercher à se venger, assisté de son mentor depuis un temple dédié à la chauve-souris. Et donc après Batman Ninja, ce film qui vient explorer le Chevalier Noir en mode civilisation préhispanique, ça s'intitule d'ailleurs Choque de Imperios, le choc des empires, sera entièrement produit à Mexico. Et en attendant, c'est l'occasion de redécouvrir les nombreux comics Elseworld qui réinventent à chaque fois Batman, le Gotham by Gaslight dans l'Angleterre victorienne, le Batman Vampire, le Batman Hong Kong, même si c'est pas vraiment un Elseworld, mais allez, vous me l'accorderez, le Jurassic League qui vient réinventer la Justice League dans l'ambiance préhistorique, des héros dinos qui vont assister à la naissance de Michel Drucker et de Tante May. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette annonce de film dans les commentaires. L'influenceuse. J'ai passé un très bon moment devant le premier épisode de Miss Marvel sur Disney+. Ça vient rappeler que au sein du MCU, qui parfois peut avoir tendance à être un peu trop uniforme, il peut coexister plusieurs styles. Moon Knight nous l'a prouvé aussi. Maintenant, Miss Marvel, c'est vibrant, c'est très très jeune. Ça vient justement rassembler et incarner toute la fougue de la génération Z qui est à l'honneur dans cette série. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et de sa réalisation. Et là où je m'interroge un petit peu, où je me dis qu'il y a peut-être un truc à jouer, c'est pas tant sur les pouvoirs de Miss Marvel qui ont été changés. Et là, c'est vrai que ça fait un peu cheap, un bracelet. Enfin, c'est assez générique pour le MCU. Shang-Chi venait de le faire. Lui, il en avait 10 d'anneaux. Mais bon, non, c'est plutôt sur ses pouvoirs en tant qu'influenceuse lecture. Puisque je vous le disais la semaine dernière, mais si l'actrice Iman Villeni était une chanson, ça serait clairement fan de Pascal Obispo. Ou alors Charles Xavier s'il avait fréquenté plus de hippies dans sa jeunesse. Elle était clairement fan de l'univers Marvel et des comics Marvel avant même de rentrer dans le MCU. Elle en lisait. C'est ce qui fait par exemple la différence avec une Gwyneth Paltrow, qui elle s'en fout complètement même du MCU apparemment, et elle a le droit, c'est pas du tout un problème, elle est plus dans l'univers des bougies senteur Carpaccio. Donc j'aimerais savoir si le vrai pouvoir de Miss Marvel ne réside pas dans l'aspect doublement méta de la série. Tout d'abord, le fait que Kamala Khan soit imaginée, inventée comme une fangirl de l'univers Marvel dans lequel elle réside, et en plus le fait que l'actrice soit elle aussi une fangirl de ce même univers, une fangirl des comics. Donc si elle ne peut pas convertir les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers de téléspectateurs en lecteurs à la cadence d'un prêtre dans Age of Empires en mode YOLO WOLOLO. On sait que c'est loin d'être un mécanisme évident, qu'il n'y a pas des millions de personnes qui sortent des cinémas les mains encore pleines de popcorn avec des liasses de billets verts pour se ruer dans les rayons des librairies comics et les dévaliser. Non, il y a des études qui montrent que les ventes des séries régulières, donc en floppy aux États-Unis, augmentent le mois de la sortie des films au cinéma de façon très conséquente, mais que ça revient à la normale le mois d'après ou le mois suivant, donc c'est dommage. C'est déjà un petit peu mieux quand le matériau source, l'inspiration est beaucoup plus tracée en un seul volume. C'était le cas pour WandaVision avec la série Vision de Tom King et de Gabriel Hernandez Valta. Marvel n'avait pas su d'ailleurs répondre à la demande folle qui s'était produite juste après la série. Ça c'est une belle occasion manquée, chose que n'a pas fait par exemple Amazon, qui a pas hésité à aller imprimer au Canada et puis en Chine. Ça leur a coûté
coûté plus cher, mais ils ont écoulé plus de 200 000 omnibus de la série en tout sur l'année 2019. Ça leur a rapporté des millions de dollars, donc tant pis pour le surcoût. Ça avait fait pareil pour la série Invincible. Donc on verra si en plus de pouvoir agrandir ses membres, ce qui m'arrive aussi environ 3-4 fois par semaine dans mes meilleures semaines, c'est ça d'avoir la trentaine, eh bien Miss Marvel ne peut pas agrandir aussi le lectorat des comics. Donc je vous laisse me dire si vous avez déjà lu la série principale Miss Marvel et si vous envisagez de le faire après avoir vu ces épisodes. On n'oublie pas, niveau ciné, toutes les productions font comme les charognards qui relancent absolument tous leurs matchs sur Tinder en mode « Salut, salut, j'existe !» Et on a des nouvelles par exemple d'un film qui était longtemps resté à l'état de rumeur, le film Thunderbolt, qui partirait en production en 2023, qui serait réalisé par Jack Schreier, à qui on doit notamment le film Robot and Frank. Les Thunderbolts à l'origine, c'est une équipe de super-héros créée par Kurt Busiek et Mark Bagley dans les pages de The Incredible Hulk, et donc une équipe qui se présente comme des super-héros alors qu'en réalité derrière les costumes ce sont des super vilains, une équipe qui a tellement évolué au fil des temps, donc ils ont plein de raisons différentes pour être là, certains c'est pour la rédemption, d'autres c'est parce que ce sont des mercenaires, d'autres ils sont obligés, il y a des intérêts personnels qui entrent en jeu aussi. On y a vu le général Thaddeus Thunderbolt Ross les diriger, on a vu le baron Zemo, on a vu également Hawkeye, donc il y a plein de vilains qui peuvent être là, ou d'anti-héros, notamment des vilains qui reviennent au premier plan dans le MCU, comme Tim Roth, en Abomination, dans Shang-Chi, puis dans la future série She-Hulk. Donc ça, ajouté à la comtesse Vanessa qui est dans le coin, eh bien ça ne laisse présager que le meilleur. Le meilleur également, on nous le promet, pour le film Deadpool 3, ou plutôt Deadpool 1, après Mickey Mouse. Les scénaristes nous promettent que le film devrait rester rated R et donc être composé des 3 éléments qui composent aussi principalement Ezra Miller en ce moment, du sexe, de la violence et des vulgarités, ce qui semble assez impossible pour Disney en ce moment. On va voir s'ils en sont capables, et en attendant, on sait que les fans du mercenaire créé par Fabian Nicieza et Rob Liefeld dans les pages de New Mutants attendent la souris au tournant. Mark Guggenheim ajoute les dernières pierres précieuses aux anneaux de pouvoir de la série Green Lantern Corps sur HBO Max, puisqu'il sera en train de terminer d'écrire le tout dernier épisode, et on espère que c'est pas pour nous faire un coup classique de nous dire à la fin de la diffusion de l'épisode 1 non, qu'il n'y aura pas de saison 2, qu'on coupe les doigts sur lesquels se trouvent les bagues de Guy Gardner, d'Alan Scott, qui seront tous les deux dans la série, qui ont été respectivement créés par John Broome, Gil Kane, Bill Finger et Martin Nodell. La production du film Blade avec Mahershala Ali commencerait dès le début du mois de juillet prochain pour une sortie en 2023 dans les salles obscures, qui conviennent parfaitement à ce demi-vampire, chasseur de vampires créé par Gene Colan et Marv Wolfman. Et puis le duo, qui en doit en grande partie l'excellent film d'animation Into the Spider-Verse, nous promet qu'on aura bientôt des nouvelles de la série en prise de vue réelle Silk sur l'héroïne araignée du même nom, Cindy Moon, qui a été créé par Humberto Ramos et Dan Slott. Et alors, l'ultime retour, c'est celui du Joker, qui sera une comédie musicale, je vous l'ai dit, avec Lady Gaga, qui incarnerait peut-être Harley Quinn. C'est une petite occasion manquée, puisque pourquoi ne pas laisser la Harley Quinn pleine de second degré, très fun, à Margot Robbie, qui fait ça très très bien dans les 2 Suicide Squad, dans le Birds of Prey aussi, et puis profiter de la tonalité un petit peu plus réaliste du Joker pour introduire une super vilaine comme Punchline qui conviendrait un petit peu mieux, et pour l'introduire dans cette espèce de DCEU PCM, l'univers étendu d'ici, parce que ça marche. Momo! Aïe aïe aïe, c'est un génie qui a écrit d'excellents comic books, qui a marqué l'histoire de l'industrie, ça c'est certain. Je vous conseille d'ailleurs son run qui est sorti sur Animal Man très récemment chez Urban Comics avec Chas Truog et Doug Hazelwood. Grant Morrison évidemment, non-binaire. Yel a pris la parole sur les conditions de rémunération des artistes qui sont adaptés à Hollywood. Et ça m'a laissé un petit goût de fiel dans la bouche, puisque ça prouve que dans le genre hypocrite, Yel est pas mal non plus. Yel déclare, et Yel a raison, je pense que la plupart d'entre nous qui ont créé des personnages pour des comics et qui ont ensuite vu ces derniers se retrouver dans des adaptations ciné, eh bien, à vrai dire, nous ne sommes pas vraiment rémunérés pour tout cela. Je pense que ce n'est pas une façon de faire affaire. Sauf que maintenant, Momo, avec tout ce que tu fais à la télé et au cinéma, eh bien, Hollywood, c'est toi. Si tu es un si fervent défenseur de la justice entre les créateurs, eh bien, il faut commencer par te l'appliquer à toi-même. Et on peut retourner très vite à la série Happy, où on le voit apparaître, on voit son nom apparaître 3 fois à l'écran en moins de 5 minutes d'épisode, en tant que producteur exécutif, responsable du développement de la série, en tant que co-rédacteur du script télé, mais il faut attendre la 43e minute et quelques pour voir apparaître le nom de Darick Robertson, qui a donné vie à tout ce monde et sans lequel, eh bien, ça ne reste qu'un script de comics
en prose, et encore c'est sur un écran qui apparaît et disparaît à la vitesse de l'éclair, un petit peu comme les 3 derniers ex de ma sœur, les 3 derniers pères de ses enfants aussi. Et quand on sait qu'on doit le personnage d'Happy quasi intégralement à Darick Robertson, qui a modifié beaucoup ce que lui apportait Grant Morrison, puisque Momo voulait qu'il fasse la taille d'un petit poney, voire d'un très gros chien, Darick l'a réduit et en a fait un animal de la taille d'un perroquet, il voulait que ça soit justement un poney ou quelque chose comme ça, et bien il en a fait un âne et ça a de suite marché, et donc on lui doit cette réussite. Et quand on sait qu'il s'est fait baiser sur le deal et qu'il ne touche même pas de royalties sur les peluches vendues de Happy, ça fait un petit peu mal d'entendre Momo parler comme ça de justice. Vous allez me dire, il avait qu'à se prendre un meilleur avocat. Oui, vous avez raison, et c'est probablement ce qu'il a fait pour la série The Boys, dans laquelle il est beaucoup plus impliqué directement dans le processus créatif. Il est d'ailleurs producteur exécutif avec Garth Ennis. Les 2 papas sont là, il manque plus que Russ Brown et le trio est complet. Et d'ailleurs, la série a été renouvelée pour une saison 4, ce qui me donne envie d'inviter tout plein de monde à me danser dans l'urètre, que des gens qui n'ont pas d'allergie, attention, pour venir dans mon sboop de nuit. Comic Books. Dans les comics, Joe Quesada dévoile un petit peu de son dernier projet Marvel avant son grand départ pour d'autres horizons. Alors on voit pas grand chose, on voit 2 chauves et du chaos. Alors est-ce que c'est Uatu et le professeur Xavier qui se battent pour la dernière place dans une clinique qui pose des implants en Turquie? Je ne sais pas. Autre départ, celui de Dan Slott du titre des 4 Fantastiques. Il avait fait revenir la première famille de chez Marvel en premier plan justement, ça fait 4 ans qu'il le fait, et on sait que peu importe ce qu'il écrira, le dernier numéro, le numéro 46, sera beau puisqu'il sera dessiné par l'excellent artiste Cafu, muy muy bonito. Et puis la nature ayant horreur du vide, c'est le moment des retours, le retour de Rob Liefeld pour une couverture en hommage, puisque le numéro 30 des New Mutants coïncidera avec les 40 ans de la création de cette équipe, par Bob McLeod et Chris Claremont, et donc il fait une couverture qui rend hommage à une de ses premières couvertures, celle de Deadpool, des New Mutants. Ça lui correspond bien, je vous déconseille d'aller lécher les miroirs chez lui. Il y a une autre couverture par Bob McLeod, et puis la couverture régulière est signée, et j'en suis très fier de lui, par Monsieur Raphaël Della Torre, que j'embrasse fort, muito bon. Puisqu'on est dans l'hommage, restons-y avec celui qui a été réalisé dans le cadre du crossover comics entre Fortnite et Marvel, avec la couverture iconique du Secret Wars numéro 8, où on voit pour la première fois le costume symbiotique de Peter Parker dans les Secret Wars, et donc là c'est le nouveau costume de Spider-Man qui sera probablement disponible dans le jeu Fortnite, qui s'appelle le Zero Suit, et alors pour moi le zéro c'est le zéro intérêt, tellement moi je l'aurais appelé le Balek Suit. Alors attention, il faut quand même reconnaître le pouvoir de Fortnite, qui parvient à être le dernier grand lieu d'orgie de la pop culture, où tout plein de licences font des crossovers sans se protéger. Donc vous avez notamment Marvel et DC, même dans les comics, c'est un petit peu subtil, mais quand même. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que la licence la plus forte, là, c'est Fortnite, qui peuvent se permettre absolument tout ce qu'ils veulent, mais Marvel et DC font bien de surfer dessus. Les couvertures qui m'intéressent un petit peu plus, en revanche, ce sont celles qui viennent préparer le grand retour de Miracle Man chez Marvel Comics, un retour qui aurait été laborieux, qui s'effectue à l'occasion des 40 ans du personnage, ou plutôt des 40 ans de la réinvention du personnage par le patron Alan Moore et Gary Leach, puisque Miracle Man, Marvel Man a été créé par Mick Anglo en 1954. Et puis puisque l'amour c'est important, Marvel vous propose un petit peu d'amour par téléphone. Attention, c'est très différent de ce que reçoivent la plupart des meufs, à savoir des ficellos dans des mains avec une photo pas très nette. Non, il s'agit d'amour en scrolling, puisque ce sont des comics numériques sur l'application Marvel Infinity ou Marvel Unlimited, je sais jamais. Et donc il y aura une anthologie dédiée à l'amour avec tout plein de récits, notamment un sur Miss Marvel et Red Dagger, Vive Vision, Hulkling et Wiccan, et puis vous avez aussi Millie, deux modèles qui se la jouent espionne, agent du Shield. Alors vraiment le coup de génie, c'est vraiment celui où vous pourrez scroller dans le X Loves of Wolverine, qui est tellement vieux et tellement fleur bleue qu'il y a de quoi faire 2 omnibus de sa vie sentimentale. Et puis enfin chez les indés, on poursuit la tendance de stars qui viennent d'autres milieux pour écrire des comic books, et on commence avec celui que vous avez dû probablement kiffer dans des séries comme X-Files, dans Californication pour ne citer qu'elle, qui est déjà auteur de romans, auteur de poèmes, David Duchovny, qui va coécrire pour Dark Horse avec l'artiste et le scénariste Philippe Sévy une mini-série qui présentera un genre de planète Terre où on va dire que l'homo sapiens n'a pas été l'espèce dominante, s'est éteint, et donc il traitera d'écologie, de rapport du dominant au dominé, et vice versa. J'y jetterai un œil, tout comme je jetterai un œil au récit écrit par Monsieur Bruce Campbell, H, qui va se réapproprier, dessiné par Eduardo Risso, le personnage d'ici de Sergent Rock, qui va affronter l'armée des morts, et donc des nazis zombies. Si ça vous fout pas 2 demi-molles, moi je sais plus ce qu'il vous faut.
Lisez, hein, tout d'abord ce JT, je tiens à le dédier à Monsieur Tim Sale, l'artiste qui est malheureusement rentré à l'hôpital pour des problèmes de santé très graves. On l'apprenait par Jim Lee, puis la famille a confirmé en disant qu'ils souhaitaient néanmoins conserver leur confidentialité, donc on va respecter ça, mais on lui souhaite, on pense à lui, on lui souhaite de la force face à l'épreuve, hein, on lui doit bien ça, pour tous les claquages de rétine qu'il nous a filé aussi bien chez Marvel, chez DC, que chez les indépendants. Et alors cette semaine, moi je me suis absolument régalé puisque je me suis replongé pour le travail mais pour le plaisir aussi, puisque j'ai la chance de pouvoir concilier les deux dans l'univers de We Live, hein, et j'ai eu l'honneur de traduire donc We Live le tome 1 et puis We Live, hein, donc The Last Day qui était sorti pour le FCBD et qui vous sera offert le 27 octobre 2022, jour de la sortie du tome 2 de la suite de We Live, hein, qui vous sera offert, hein, pour soit l'achat du tome 2, soit l'achat de n'importe quel autre comics 404, hein, et comme ils sortent que des pépites, vous allez vite vous retrouver avec l'embarras du choix, hein. We Live, c'est cet univers créé par les frères Miranda, et donc on retrouve dans Last Days tout ce qui fait, hein, l'essence de cet univers, à savoir une dureté extrême, hein, donc un univers où l'humain est au bord, mais vraiment au bord, mais au bord du bord de l'extinction, un univers cruel, sans pitié, sans concession, mais qui n'est pas dénué pourtant d'espoir, d'amour, de tendresse, voire même d'humour. Et donc là on suit 4 enfants qui se mettent en quête de trouver un de ces bracelets qui ont été envoyés par on ne sait qui, une race extraterrestre, pour permettre à 5000 enfants de se perpétuer sur une autre planète, et de perpétuer la race humaine. C'est du grand kiff et il me tarde vraiment que vous lisiez ça jusqu'à la fin. Il y a vraiment, enfin, je peux pas vous dire, mais c'est... Bon, c'est trop bien. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager, hein, donc sur Facebook, sur Twitter, à retweeter, sur Instagram, à m'incorporer dans vos stories, hein. Je vois tout ça et croyez-moi, ça me touche, hein. Vous pouvez aussi réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, hein. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, c'est là que vous laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, qui est un espace de liberté pure et dure depuis 353 JT. Je vous fais d'immenses bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oh là là, éloignez les enfants de l'écran, hein, puisque dans ce Disneyland, ce Spider-Man s'est raté, minablement, honteusement, misérablement, ce qui prouve bien que c'est pas une araignée qui l'a mordu à lui, c'est plutôt Manuel Valls.